Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Il se passe beaucoup de choses cette semaine et dans cette vidéo, je veux vous aider à comprendre ce qui se passe avec la politique commerciale des États-Unis. En une seule semaine, Donald Trump a relancé une guerre commerciale qui avait été suspendue depuis seulement 3 mois. Tout a commencé par de vives mises en garde adressées au Japon et à la Corée du Sud, notamment par des lettres officielles envoyées aux dirigeants de ces pays, puis publiées sur les réseaux sociaux, bien sûr. Ensuite, il s'en est pris aux importations de cuivre avec un tarif massif de 50%. Les produits pharmaceutiques pourraient bientôt être soumis à une taxe stupéfiante de 200%. Et dans une escalade nocturne, pour couronner le tout, il a menacé le Canada, l'un des plus grands partenaires commerciaux de l'Amérique. Ainsi, plus de 20 pays, après cette semaine, se retrouvent désormais sous la menace de mesures économiques punitives, toutes prévues pour commencer le 1er août, à moins qu'ils ne concluent des accords avec les États-Unis. Si cela ressemble à un ultimatum, c'est simplement parce qu'il n'y a vraiment aucune autre façon de le percevoir. Ce retour soudain et massif aux politiques protectionnistes de Trump marque un tournant, non seulement dans la politique commerciale américaine, mais aussi dans l'ordre économique mondial. Et tout cela est mené par un président qui considère les droits de douane non pas comme un simple levier de négociation, mais comme l'accord en lui-même. Rappelez-vous, j'ai mentionné que Trump a franchi la ligne cette semaine lorsqu'il a menacé le Brésil d'une taxe de 50% parce qu'il n'aimait pas la façon dont le Brésil gère ses affaires intérieures. Il y a une vidéo entière sur ce qui s'est passé là-bas sur ma chaîne si cela vous intéresse. La position agressive de Trump sur le commerce a refait surface après des mois passés à se concentrer sur d'autres sujets au Capitole, où il a fait adopter une loi controversée sur la fiscalité et les dépenses publiques. Et puis, bien sûr, au Moyen-Orient, où l'implication des États-Unis dans la guerre d'Israël contre l'Iran a capté son attention. Mais à présent, les distractions liées à la politique étrangère étant momentanément mises de côté, mises en pause, Trump est revenu à sa stratégie économique. C'est du Trump classique, unilatéral et très chaotique. Mais cette fois, quelque chose a changé. Le monde ne réagit plus comme avant. En avril dernier, souvenez-vous, lorsque Trump a lancé sa première salve de tarifs douaniers, lors de ce qu'il a appelé la Journée de la Libération, les marchés mondiaux ont vacillé. Les actions ont chuté, les devises ont dégringolé, les analystes ont mis en garde contre une récession. Eh bien, aujourd'hui, alors que des menaces encore plus agressives sont sur la table, Wall Street est restée largement indifférente. Nous semblons nous habituer au chaos. L'indice S&P 500 a clôturé à un niveau record. Le dollar canadien a chuté, mais il s'est ensuite redressé. Les investisseurs, semble-t-il, ont commencé à intégrer le drame que nous vivons au quotidien. Et il parie aussi que Trump, comme auparavant, pourrait reculer à la toute dernière seconde. Mais tout le monde comprend que la menace est bien réelle. Les lettres envoyées cette semaine par Trump annoncent de nouveaux droits de douane allant de 25% à 40% pour des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, la Thaïlande et la Tunisie. Même les pays qui n'ont pas reçu de lettres font désormais face à des droits de douane généralisés de 15% à 20%, ce qui représente bien sûr une augmentation par rapport aux 10% actuels. Pour les importations de cuivre, le taux est de 50%. Pour les produits pharmaceutiques, Trump affirme que 200% est envisagé. Alors, êtes-vous prêt à payer plus cher que ce que vous payez actuellement pour vos médicaments? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et tandis que Trump a accordé au pays un nouveau délai de 3 semaines pour conclure des accords, car, pour être honnête, personne ne s'est vraiment précipité à Washington pour faire plaisir à Trump, pas même les alliés américains comme le Japon et la Corée du Sud, le ton a changé. Un responsable l'a dit sans détour,
Trump estime qu'il n'est pas nécessaire de négocier. Il fixera simplement les conditions. Soit nous obtenons un accord, soit je fixe l'accord, aurait déclaré le président à ses conseillers. Cette tactique fonctionnera-t-elle? Cela reste à voir. Dans les relations internationales, contrairement au monde des affaires, les ultimatums ne fonctionnent pas vraiment très bien. Cette approche a également suscité des critiques au sein des cercles conservateurs. Par exemple, Wendy Cutler, ancienne négociatrice commerciale américaine, a décrit ces lettres comme un signe de frustration et, soyons honnêtes, de désespoir. Une tentative de faire pression sur des partenaires avec lesquels les discussions commerciales avec les États-Unis n'ont guère avancé. Mais pourquoi ont-ils si peu progressé? C'est une grande question. Est-ce parce que l'accord de Trump nuit en réalité à leurs intérêts? Eh bien, la réponse est probablement oui. Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont conclu que 3 accords commerciaux, bien loin des 90 accords en 90 jours qu'avait promis Peter Navarro, le conseiller commercial de Trump. Parmi ces accords figure un arrangement limité avec le Royaume-Uni, une trêve fragile avec la Chine, que j'ai abordée dans une autre vidéo, et une promesse vague du Vietnam d'autoriser davantage d'exportations américaines. D'ailleurs, le Vietnam a été surpris d'apprendre par des publications sur les réseaux sociaux que les États-Unis avaient annoncé que le Vietnam avait accepté d'importants droits de douane. Et le Vietnam a dit « Écoutez, je ne pense pas que nous ayons un accord, mais continuons à discuter. » Aucun de ces accords n'a donc été publié. Aucun texte écrit n'a été rendu public. La plupart des partenaires clés comme l'Upper Airways, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud n'ont pas encore trouvé d'accord du tout. L'un des développements les plus spectaculaires est survenu dans la lettre de Trump au Brésil, et j'aimerais vraiment m'y attarder car c'est très important. Là, il a accusé le gouvernement brésilien de maltraiter l'ancien président Bolsonaro, qui fait l'objet d'une enquête dans son pays pour sa participation à une tentative de coup d'État ratée. Trump a menacé d'imposer un tarif douanier de 50% en représailles parce qu'il n'a pas apprécié la manière dont le Brésil gère ses propres affaires intérieures. En réponse à cette menace, le président Lula a promis d'imposer à son tour des droits de douane de rétorsion. Puis est tombée la bombe, le Canada. Tard dans la nuit du 10 juillet, Trump a averti que le Canada serait frappé d'un tarif douanier de 35%. La lettre, arrivée peu après cette menace, invoquait la gestion par le Canada du fentanyl, de la migration et du commerce des produits laitiers comme justification. Ce n'est pas la première fois que Trump s'en prend aux voisins du nord des États-Unis, mais c'est la menace la plus vaste jamais formulée. Les enjeux économiques des menaces de Trump envers le Canada sont en effet énormes, et il est nécessaire d'en discuter. Les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Canada ont atteint 760 milliards de dollars l'an dernier. Les chaînes d'approvisionnement sont profondément intégrées. En particulier les secteurs de l'automobile, l'énergie et de la fabrication. Un tarif de 35% provoquerait des perturbations généralisées. Trump a laissé entendre que certains produits pourraient être exemptés, mais je cite, « Aucune décision finale n'a été prise ». Pour Trump, les tarifs semblent avoir un double objectif. Il mobilise sa base politique, qui semble refuser de prendre en compte les principes de base de l'économie, et il lui donne également un certain levier sur la scène internationale. Alors, où tout cela nous mène-t-il? Si aucun accord n'est conclu, le nouveau régime tarifaire de Trump pourrait entrer pleinement en vigueur, remodelant le commerce mondial, faisant grimper l'inflation tant au niveau national qu'international et mettant à l'épreuve les alliances économiques des États-Unis. Les pays visés par Trump vont d'alliés de longue date à de grands exportateurs. Beaucoup d'entre eux s'empressent désormais de protéger leurs industries, tout en se demandant si les États-Unis sont réellement un partenaire fiable. Et pour Trump, il ne s'agit pas seulement de commerce.
Il s'agit de contrôle. Il s'agit de forcer les pays à venir à la table selon ces conditions. C'est à prendre ou à laisser, en d'autres termes. Les règles de la diplomatie traditionnelle ne s'appliquent plus. En réalité, la diplomatie n'est plus pratiquée en tant que telle. Il n'attend pas les négociations multilatérales ni les décisions de l'OMC. Il agit et met le monde au défi de réagir. C'est donc un changement dans la manière dont les États-Unis abordent la politique économique mondiale et plus largement dans leur approche du droit international. Que l'on considère cela comme une stratégie ou un spectacle, une chose est certaine ici. Les prochaines semaines détermineront s'il ne s'agit que de gesticulation ou du début d'une seconde guerre commerciale mondiale. Je vous tiendrai informé. Il se passe beaucoup de choses. N'oubliez pas d'activer les notifications si vous souhaitez rester à jour. Cliquez sur la cloche. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelles questions vous avez et ce que vous pensez de la guerre commerciale. J'aimerais beaucoup avoir vos retours. Je répondrai également à vos questions les plus fréquentes sur ma page Substack et sur Patreon, donc si cela vous intéresse, restez connectés. Soutenez mon travail, aimez, abonnez-vous et partagez, cela m'aide énormément. Soutenez-moi sur Substack et Patreon, vous trouverez les liens dans la description sous la vidéo. J'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires et dans ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous.